Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast dans lequel on va parler aujourd'hui de la période du non chez le jeune enfant. Elle survient le plus souvent entre 18 et 24 mois et elle correspond à une phase d'opposition, tout ce qu'il y a de plus normal et tout ce qu'il y a de plus incontournable aussi dans le développement psychique et émotionnel de l'enfant. Le but de ce podcast n'est donc pas d'expliquer par le menu comment échapper à cette étape. On ne va pas chercher à l'éviter puisqu'elle est tout à fait fondatrice. Par contre, comment c'est qu'elle peut se révéler tumultueuse à traverser, autant pour les enfants qui vivent des chamboulements totalement nouveaux et intenses que pour les parents qui peuvent se trouver déstabilisés et démunis face à ces secousses d'une magnitude inédite dans le quotidien, j'ai envie de présenter 3 des grandes lignes directrices qui nous ont beaucoup facilité la vie quand Nino a vécu sa phase d'opposition. En effet, 2 ans après, je me souviens de la phase d'opposition de Nino, marquée entre autres par cette incroyable propension à rétorquer non à peu près tout, mais même si ça a été pénible par la répétition du schéma de nos conversations d'alors, c'est finalement passé assez vite et sans drame. Bien entendu, on ne saura jamais vraiment au fond si c'est juste un énorme coup de bol que nous avons eu ou si notre façon d'aborder les choses a réellement participé à rendre cette période moins compliquée. Mais dans le doute, et comme les lignes qu'on a suivies peuvent de toute façon être utiles à chaque étape du développement de l'enfant, je vais les détailler maintenant, en commençant par le concept le plus large, le plus englobant, et qui trouve finalement un écho dans presque toutes les situations du quotidien. Le secret, à mon avis, c'est d'expliquer. Depuis qu'il est tout bébé, avant même d'ailleurs qu'il puisse montrer comment il assimilait ce qu'on lui disait, on a toujours expliqué à Nino toutes nos décisions à son sujet, des plus insignifiantes aux plus cruciales. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est certain, mais ça devient rapidement un automatisme. Pour qu'une décision ne semble pas arbitraire, pour que l'enfant ne se construise pas, au fond, avec la conviction que l'existence est quelque chose qu'il aura à subir, c'est important, c'est crucial de lui expliquer pourquoi on le laisse décider parfois ou pourquoi parfois on décide pour lui, de lui expliquer quelles sont les motivations logiques qui régissent nos prises de décision et de lui expliquer aussi et surtout quand on dit non. Parce que chez nous, on dit non. Et je ne veux pas débattre maintenant de la pertinence d'utiliser le non avec son enfant. Je l'ai déjà fait dans un précédent contenu dont je vous mets le lien dans la barre d'infos. Aujourd'hui, je pars du postulat qu'un enfant entend soit le mot non, soit un mot palliatif qui porte exactement le même sens et qui revient donc exactement au même en termes d'impact langagière et psycho-affectif. Je préfère prendre le temps de souligner qu'au regard de ce non qui circule d'abord du parent à l'enfant et ensuite aussi et surtout pendant cette fameuse période de l'enfant vers le parent, expliquer systématiquement devient tout à fait indispensable. Comme on peut aussi le faire pour toutes les autres actions et pour toutes les autres paroles qui ont une incidence directe sur notre enfant, c'est en effet indispensable de prendre le temps de dérouler explicitement la logique de notre décision quand on dit non à notre enfant. En plus, c'est un excellent exercice parce que ça permet parfois de se rendre compte que justement, on ne parvient pas à apporter de justification logique à notre refus, à se rendre compte que finalement, on a dit non par excès de zèle, en quelque sorte par mécanique, et ça nous permet alors d'ajuster illico, en live, de moduler, en assouplissant le refus ou en transformant tout bonnement notre non en oui. Et cette façon de faire rassure l'enfant parce qu'elle lui démontre que les décisions au sein du foyer ne sont pas prises de manière arbitraire et dictatoriale, qu'elles sont véritablement soumises à une sorte de logique supérieure, mélange d'intérêt et de sécurité de tous, et que surtout, par la communication, lui aussi peut s'exprimer et avoir un pouvoir sur ses décisions. Mais malgré tout, parfois, un non reste un non, et on doit alors expliquer pourquoi on maintient notre position et faire appel à une logique sans faille à ce moment-là pour faire comprendre que, même si on a entendu son désaccord, et que même s'il a autant le droit que les autres personnes de la maison de ne pas vouloir, de ne pas être d'accord, de refuser, on insiste parce qu'on a les arguments de la sécurité, de la santé ou du bon sens en notre faveur. Et ces arguments, on les partage instantanément avec lui, avec des mots simples, en 2 phrases, sans solennité inutile, mais en terminant toujours par contre en lui demandant « Est-ce que tu comprends ? Et est-ce que ça va ?» Et en attendant vraiment sa réponse, quitte à rembobiner, oui, et recommencer s'il dit qu'il ne comprend toujours pas, s'il ne répond pas ou s'il nous donne le oui qu'on attend. Mais vous savez, ce fameux oui qui sent quand même fort la réponse donnée juste pour faire plaisir justement à celui qui l'attend. Bref, ça peut paraître extrêmement long,
extrêmement répétitif et extrêmement lassant d'avoir recours à ces explications systématiques. On peut même se dire oh, c'est bon, on a autre chose à faire que des discours, toujours des discours, ça reste que des mots, mais c'est vraiment quelque chose qui va porter ses fruits à moyen terme, parce que je pense que ce sont justement ces explications qui permettent à l'enfant de trouver sereinement les repères dont il est en quête quand il traverse sa phase d'opposition. Pendant cette période, il a besoin de tester le pouvoir du non déjà et de tester son propre pouvoir quand lui dit non. Il a aussi besoin de tester les limites de ce pouvoir et il a surtout besoin de trouver de la cohérence dans tout ça. Il est en train de construire ses représentations quant au fonctionnement des rapports humains, de la communication, du langage. Il est en train de construire sa propre image aussi, qui il est et qui on lui laisse la latitude d'être. Et lui donner des explications aussi souvent que possible permet de lui apporter les clés dont il a besoin pour comprendre beaucoup sur lui, sur les autres et sur la façon de confronter, d'imbriquer son moi à ses autres. Bon, j'ai longuement détaillé ce premier point, alors je vais tâcher d'enchaîner un petit peu plus rapidement maintenant puisque j'ai parlé au début de 3 grandes lignes directrices et la deuxième c'est de choisir ses combats et ça rejoint d'ailleurs le fait d'expliquer puisque quand on explique à quelqu'un nos motivations, elles deviennent soudain plus concrètes à notre esprit et on réalise alors parfois que certains de nos positionnements que spontanément ou intuitivement on pensait légitimes ne sont en fait pas si cruciaux que ça, ou en tout cas que le point de vue opposé au nôtre est finalement tout aussi recevable et acceptable. Dans ce cas-là, ça va beaucoup simplifier les choses et zénifier la vie du foyer, de juste trouver la capacité de lâcher l'affaire, en toute simplicité. Oui, ça évite beaucoup de conflits, parce que certains conflits sont utiles, mais d'autres, non, clairement. Je pense par exemple à toutes ces situations où on peut avoir tendance à demander à notre enfant d'arrêter de faire telle ou telle chose, mais où quand on y réfléchit à 2 fois, on réalise que c'est pas très grave finalement, voire pas grave du tout, qu'il continue ou qu'il arrête. Je me souviens rapidement et en vrac de quelques exemples. Nino, une fois, avait envie d'essayer de manger avec la grande cuillère en bois, la cuillère du plat, plutôt qu'avec sa propre cuillère. Notre premier réflexe avait été de dire non, par automatisme, mais on s'était ravisé. Non, pourquoi ? Pourquoi ne pas le laisser tester ? Finalement, ce jour-là, il a mangé 1 ou 2 bouchées de cette façon, avec sa grosse cuillère, là. Il s'est rendu compte que c'était pas du tout pratique, mais au moins il a testé, et comme c'était super rigolo, on en a en même temps profité pour bien se marrer ensemble. Il n'y a eu aucun drame, personne ne s'est énervé, et on n'a rien sacrifié ce jour-là de notre autorité parentale, bien au contraire même, je crois. Ce sujet a été clos, Nino n'a plus de curiosité ou de frustration à se demander ce que ça pouvait bien faire, bon sang, de manger avec l'énorme cuillère en bois, et il n'est plus jamais revenu dessus, sauf une fois, quelques mois plus tard, à base de « Oh, tu te souviens, maman, le jour où… » Et on en a encore profité pour bien rigoler. Autre exemple, si un enfant un soir ne veut pas qu'on lui lave les cheveux, et je prends cet exemple parce que c'est une sorte de marronnier des réseaux sociaux, d'un côté, certains parents autoproclamés bienveillants expliquent qu'ils peuvent sereinement laisser comme ça leur enfant une dizaine de jours sans du tout lui laver les cheveux parce que l'enfant refuse et que son consentement est indispensable, et de l'autre, on a les tribunaux populaires qui fulminent et qui crient, qui hurlent au manque d'autorité parce que c'est pas l'enfant qui commande et parce que c'est une question d'hygiène et puis c'est tout. L'entre-deux, à mon avis, consisterait à choisir ses combats. On est mardi soir et mon fils ne veut pas que je lui lave la tête ? Ok, je n'insiste pas. On va juste faire une douche, par contre, Nino, demain, c'est shampoing, d'accord ? Et cet exemple constitue une très bonne transition avec la 3e chose dont je voulais parler, c'est le fait d'anticiper. On sait très bien quels sont les sujets quotidiens qui vont cristalliser toujours les mêmes tensions, les mêmes points de désaccord, quelles sont les choses sur lesquelles notre enfant va avoir tendance à rechigner, à traîner la patte, et sur lesquelles, de notre côté, on ne voudra pourtant pas céder. Et en principe, on sait aussi à quel moment elles arrivent, ces choses-là, que ce soit un enfant qui rechigne à aller au bain, à partir chez la nounou, à mettre une écharpe, à prendre des médicaments ou que sais-je encore, cet enfant, c'est le nôtre, on le connaît. Donc on a la capacité d'anticiper et de là, avoir dans son baluchon 1 ou 2 parades, quelques bottes secrètes à poser sur la table comme au Milborn, ça peut sauver bien des situations. Le plus souvent, une petite tirade brève et toute simple en amont permet déjà de bien préparer le terrain. Nino, je sais que tu joues, mais pense que dans 5 minutes, je te l'ai dit, on doit arrêter parce que blablabla.
Parce que oui, forcément, si notre enfant est en plein cœur d'un jeu et qu'on se pointe la bouche en cœur en le sommant d'arrêter dans l'instant parce que c'est l'heure de faire telle ou telle chose, bah déjà, il va pas bien piger parce que le reste du temps, on maugré et on l'implore plutôt d'aller s'occuper tout seul, mais surtout, il va se sentir hyper frustré. Il est bien et tout à coup, paf, il faut arrêter d'un coup. Les émotions vont monter brutalement et on va assister à une désormais légendaire sur les réseaux sociaux tempête émotionnelle. Par contre, si on le prévient qu'il doit terminer son jeu et qu'on va très bientôt arrêter pour se mettre au lit ou pour partir faire les courses ou autre, et si on lui redemande au bout de quelques minutes s'il se souvient que c'est bientôt terminé et qu'il nous répond par l'affirmative, alors soit il va arrêter de lui-même à peu près au moment prévu, soit il va attendre, oui, qu'on lui dise qu'il est temps, mais il n'aura pas alors la même montée brutale d'émotions et ça ne se passera pas du tout pareil. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si je récapitule, je pense qu'il est important de laisser son enfant traverser la phase du non, comme n'importe quelle autre phase d'ailleurs qui participe à sa construction psychique et psychologique, et qu'il est important en tant que parent de l'accompagner avec un savant mélange de douceur et de fermeté pour que cette traversée soit aussi sereine que possible. La douceur comme rempart à la difficulté, je sais que c'est nouveau et complexe ce que tu vis en ce moment gamin, mais je suis là, repose-toi sur mon expérience et rassure-toi à la force de mon amour, et la fermeté comme bouée. Si tu bascules, mon fils, ma main ferme sera toujours là pour t'empêcher de te ramasser trop fort. Expliquer, choisir ses combats et anticiper me semblent donc être 3 astuces qui aident énormément à simplifier les choses au quotidien, non seulement pendant cette fameuse phase d'opposition, mais aussi par la suite. J'espère que ce contenu pourra vous être utile. N'hésitez pas si vous avez d'autres astuces qui aident à une meilleure communication et à plus de sérénité au sein du foyer pendant cette période délicate, à les partager dans l'espace de commentaires. Je vous invite à aller voir mes autres contenus si vous le souhaitez et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains. Je vous remercie d'avoir écouté celui-ci jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles publications et en attendant, soyez sages.